Très heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, en ce mercredi. Un mercredi un peu triste, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, nous avons perdu une excellente consoeur, DG d'Africa TV. Nous avons perdu une grande dame, vraiment une intelligence de mon pays, je le dis. Une compétence qui est partie, en tout cas, elle a tiré sa révérence. Voilà, Esther Abedi, je la place vraiment dans mon cœur là où elle sera désormais. Esther Abedi Malou nous a quittés et pour lui rendre hommage, je demanderai en tout cas à mes confrères qui sont là présents d'avoir un mot par rapport à Esther Abedi. Alors, Luc Miko Mokabonga de Congo Web Télévision, quel souvenir gardez-vous de cette grande dame Esther Abedi? Je me rappelle d'Abedi parce que tu l'avais invitée sur ce plateau et nous avons partagé avec elle ce plateau. Mais au-delà de l'échange sur le plateau, Abedi en tant que journaliste, c'est une journaliste engagée, courageuse, intelligente et quelque peu opiniâtre. Elle était libre d'opinion, encore que j'ai partagé avec elle également l'expérience dans ce que nous appelons la toile d'araignée, avec ses canards. Et je me rappelle combien elle était engagée lors du séminaire de formation que la hiérarchie de la toile avait organisé avec l'appui du gouvernement. Et donc Abedi était toujours présente. Si ma mémoire ne me trahit pas, elle avait reçu son brevet de participation de main des officiels parce qu'on avait choisi comme ça ceux ou celles qui étaient très engagés et Abedi était parmi ceux-là. Abedi, c'est également une journaliste accomplie. Accomplie parce que elle exerce sa profession sans complexe aucun. Quand elle est devant des hommes politiques ou des confrères du sexe masculin, c'est comme si il n'y avait pas de différence de sexe ou des différences de classe sociale. Elle prestait tout en respectant son éthique, sa déontologie, mais tout en restant libre d'esprit. Et très professionnel. Alors, Gabi Kouba, journaliste indépendant, Gabi Kouba, qu'est-ce que vous gardez d'Esther Abedi? J'ai connu cette femme depuis longtemps. Mais nous avons en tout cas raffermi nos liens lorsque nous nous sommes retrouvés dans un projet de USAID où on recrutait un chargé de communication. Elle avait postulé, moi également j'avais postulé et il fallait retenir un candidat et c'est moi qui étais retenu à cette époque-là. La semaine suivante, elle m'a appelé pour me féliciter en me disant bon, c'est lui qui a été recruté, c'est lui l'aîné. Alors dès lors, je vous appelle Yaya. Donc, elle m'a appelé, de son vivant, elle m'appelait que Yagabi. Alors, moi aussi, je l'appelais souvent DG. Et même ici, sur ce plateau, elle se mettait toujours à mes côtés. Et la dernière émission que nous avions enregistrée sur ce plateau, j'étais le seul homme, parce que Gudul Bolia était là, vous-même présentatrice, et Esther Abedi, j'étais le seul homme sur le plateau. Alors, on discutait des questions du genre, c'était au cours des... le 8 mars, voilà. On parlait également d'un sujet comme ça, le 8 mars. Alors je me disais que le 8 mars pour moi n'avait aucun sens, parce que la représentativité était valable sur le plateau dès lors que les femmes étaient majoritaires, parce qu'elles faisaient correctement leur travail. Je ne voyais aucune importance de voter une loi sur la parité, parce que la parité est consacrée à partir des compétences de chaque personne. Et je garde aussi un bon souvenir, cette dame, même quand vous l'acculez, je n'ai jamais vu le visage d'Esther Abedi crispé. Elle était toujours souriante. Et elle était très disciplinée et très polie dans ses réponses. Quand bien même que ça ne l'arrangeait pas, elle vous répondait toujours poliment et vous ramenait sur la bonne voie. Elle est aussi parmi les journalistes femmes très dynamiques de notre pays. Elle a été dans tous les forums. Et le dernier forum, je crois, c'était à la Cité de l'OUE, lors du forum du Comessa. Elle m'a trouvé à la porte. Alors, j'ai discuté avec les éléments de la garde présidentielle.
parce qu'on voulait rester avec mon appareil photo. Alors, comme moi, je ne maîtrise pas les Swahili, elle est venue intervenir pour dire, voilà, comment voulez-vous? Parce que si vous demandez à un journaliste, déjà, il a donné des piles, parce qu'on m'a demandé d'abord d'essayer l'appareil photo. Mais je n'avais pas de piles sur place, parce qu'un confrère m'avait précédé avec des piles. Je devrais reprendre les piles dans la salle de conférence, à la cité de l'OUA. Elle est venue intervenir, dit, mais comment, vous militaires, si on vous envoie dans une mission et que vous n'avez pas d'armes, comment vous allez faire votre travail? Laissez à notre confrère entrer là-bas, c'est un appareil photo, il ne fera rien, vous pouvez, je vous présente suffisamment de garanties. Elle est intervenue, puis je suis entré là-bas. En tout cas, j'étais très proche de cette femme, je garde des très bons souvenirs pour Esther Abedi. Nous allons terminer par Thierry Bongo, journaliste indépendant. Thierry, l'hommage vraiment, quel souvenir vous gardez de cette grande dame? En tout cas, je garde beaucoup de bons souvenirs de cette grande dame que j'appelais affectueusement belle-sœur, parce que mon épouse étant journaliste, elle avait travaillé avec elle, et elle me considérait toujours comme son beau-frère, et toutefois quand on se rencontrait, c'était beau-frère, belle-sœur, c'était comme ça qu'on s'échangeait. Et je sais que c'était une femme qui était pleine de valeurs, pétrie de valeurs. Je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit sur ce plateau, mais tout le monde va reconnaître que c'est une femme pétrie de valeurs, un cerveau masculin, comme on peut le dire aussi, mais surtout une femme très aimante, parce que quand vous la rencontrez, c'était toujours douceur, c'était toujours de bons propos. Je me rappelle même que je la taquinais des fois, je disais, voilà Esther, moi je suis sans boulot, je suis journaliste indépendant, je veux travailler chez vous Africa. Elle me disait, mais non Thierry, toi je ne peux pas te payer, tu vois, toi quand tu viens chez moi, il faut que je te paye, hein, mais avec la valeur que tu as. Et je sais aussi, je retiens d'elle aussi le fait que nous avons commencé un grand débat dans notre groupe WhatsApp, journalistes en action, là où on discute entre nous presse, et souvent ce sont des échanges d'idées, et c'est une femme très téméraire, très opiniâtre, comme l'a dit Luc Mikombo, une femme très opiniâtre. On avait fait un grand débat pendant pratiquement 1 heure, et c'était un débat inachevé. Je suis un petit peu dans la peine, parce que c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on avait à échanger avec elle, et c'est une femme vraiment de valeur qui nous quitte, et c'est le cœur serré que nous sommes en train de le rendre hommage aujourd'hui. Et le rendre hommage, ce serait signifier aussi un grand hommage à tous les journalistes qui nous ont quittés, et qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions, et des fois même à cause de la vie sociale que nous menons. Esther Abedi peut-être n'était pas dans beaucoup de difficultés, mais c'est une femme journaliste, et elle a connu le métier de la presse dans son essence, dans toutes ces situations. Voilà, mesdames et messieurs, vraiment, moi je rends vraiment un fervent hommage à Esther Abedi, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans une autre de mes émissions, elle était parmi les femmes qui ont ouvert le bal de Web Presse. En tout cas, elle s'est jetée dans l'eau et elle a dit, Paulette, la parité, c'est pas un cadeau, on doit démontrer qu'on est compétente. Alors je viendrai en tout cas pour te soutenir dans cette émission, parce que nous sommes des intelligences, nous avons étudié dans les mêmes conditions que les hommes, alors pourquoi ne pas débattre? Et moi je le dis souvent, les femmes ont peur de débattre, et pourtant ce n'est rien, ce n'est que donner les idées, débattre, donner ton point de vue, mais beaucoup de femmes ont peur de se jeter à l'eau, et Esther était vraiment parmi celles en tout cas qui défendaient la parité, en tout cas bec et ongle. Elle était dans les genders, elle était partout. En tout cas, quand elle était là dans mon plateau, j'étais très heureuse, et vraiment je suis très peinée, parce que j'ai perdu une consoeur, une amie, une sœur, une intelligence. Je ne sais pas qui la remplacera un jour dans Web Presse. Elle est vraiment irremplaçable. Donc vraiment quelques mots. Paulette, un tout dernier mot, ça allait m'échapper. Les circonstances dans lesquelles Esther Abedi trouve la mort me paraissent, moi, je parle à la première personne du singulier, assez suspectes. Suspectes, pourquoi? Parce que on aurait souhaité que la consoeur eût souffert. Pendant un peu plus longtemps. On aurait souhaité qu'elle eût connu un accident qui l'aurait emporté. Mais d'après toutes les informations recoupées, Abedi s'est porté très bien. Et moi, la dernière fois, je l'ai appelé parce que il y avait un magazine qui passait sur sa chaîne que j'avais beaucoup aimé. Alors, j'ai trouvé 2 petits mots à redire. Je dis, Abedi, c'est très bien ce magazine-là, mais j'ai comme l'impression que vous cumulez trop d'éléments de différentes natures, et à un moment donné, on a l'impression que l'invité n'existe plus sur le plateau. Elle me dit, très bien grand frère, c'est comme ça qu'elle m'appelait, mais très prochainement,
je vais t'inviter pour que tu viennes en parler en pleine conférence de rédaction. Et j'apprends qu'elle est décédée. Je revenais des obsèques du professeur Biyoya. Je trouve que c'est une mort brusque, c'est une mort précoce, c'est une mort injustifiable de manière rationnelle. Je souhaiterais aux membres de famille biologiques et aux membres de famille professionnelle que l'on puisse voir un tout petit peu plus clair sur les circonstances de sa disparition. En clair, que l'on procède par une autopsie. Si véritablement il y a eu un mécanisme en elle qui n'a pas bien fonctionné, que la médecine comme science nous le dise. Mais si c'est une mort qu'on lui a donnée, qu'on le sache également, parce que nous avons l'obligation de savoir de quoi notre consoeur est véritablement décédée. Voilà, mesdames et messieurs, merci en tout cas à cet hommage. Je ne pouvais vraiment pas le rater en tout cas. En tout cas, merci à toi Esther Abedi pour ta participation à cette émission. Et comme je l'ai dit encore une fois, voilà, tu seras là dans mon cœur. Alors nous allons ouvrir cette émission, mesdames et messieurs, par cette fois-ci vraiment par l'économie. Nous allons prendre le temps d'expliquer un peu, nous allons prendre le domaine de l'environnement et de l'hydrocarbure parce que nous parlons un peu trop politique et pourtant il y a une grande conférence qui s'ouvre à Paris en France, la COP 21. Beaucoup de gens, en tout cas, on entend parler de ça mais ne comprennent pas. Aujourd'hui j'ai des éminents confrères, nous allons essayer de parler un peu de COP 21, de l'implication de la République démocratique du Congo dans ce grand sommet. On a l'impression vraiment que on ne sait pas si on est préparé ou on va se jeter à l'eau comme d'habitude. Nous avons le soir, c'est ça la RDC. Et pourtant, certains pays se préparent déjà, les grands pays désertiques se préparent. Et nous avons la forêt, nous avons l'eau, mais on a l'impression qu'on ne se prépare pas. Alors, Luc, mais comment la COP 21, quelle est la part que doit retirer la RDC de ce grand sommet qui se tiendra à Paris fin novembre? La COP 21, c'est la 21e conférence sur l'environnement au monde. Je ne suis pas un spécialiste du monde. Du moins, en tant que journaliste, je suis le témoin et l'historien du présent de ce qui se passe dans mon pays. Je considère et je constate avec amertume que notre pays ne bénéficie pas des atouts dont la nature lui a doté et de son importance en matière de l'environnement au monde. Ce qui est curieux, c'est ce que vous venez de toucher déjà dans votre introduction. Quand on parle du bassin du fleuve Congo, en réalité, le premier pays qu'on devra citer, ce serait la République démocratique du Congo, même si elle partage ce bassin avec 3-4 principaux pays. Le Gabon et le Cameroun. Oui, mais c'est la République démocratique du Congo qui a la plus grande superficie par rapport à ce bassin. Mais il est curieux de constater que là où on parle environnement, très souvent, on ne prend pas la tête de la locomotive. Nous sommes la queue. Les pays qui n'ont pas aussi de plus grande superficie que nous dévancent et apparaissent comme si ce sont eux qui tiennent la commande de la locomotive. J'ai discuté un jour avec un ami français. Il a lâché une phrase, peut-être sans le savoir, qui m'a profondément touché. L'ami dit, Luc, le malheur de votre pays, c'est que vous n'avez pas des gens qui puissent le défendre correctement. Surtout sur le plan extérieur, dans les sommets, dans les conférences. Donc, et tout ça. Cette phrase, c'était comme un coup de foudre. Je dis, mais nous avons des intellectuels dans tous les domaines. Finalement, des fois qui participent à ces sommets, c'est ça aussi le problème. Je me suis dit, finalement, il faut que je rectifie. Est-ce des spécialistes ou des... Il faut que je rectifie ma pensée. Nous avons des diplômés, mais nous n'avons pas d'intellectuels. Nous avons des professeurs, mais nous n'avons pas d'intellectuels. Il se pose un problème d'une certaine prise de conscience, je termine par là, par l'élite intellectuelle congolaise et par la conscience d'appartenir à un pays où, en principe,
les gens ne mourraient ni de faim, ne souffriraient ni de certaines maladies qui font rage, et un pays qui devrait être un donateur de leçons, vu ses atouts naturels, mais un pays qui est devenu la risée du monde. Une ressource, Gabi, votre magazine, c'est de là où j'ai tiré en tout cas ce titre d'aujourd'hui, la COP 21. Gabi, c'est ça aussi la problématique dans ces grands sommets. Qui vont d'ailleurs, par exemple chez nous, qui va représenter la République démocratique du Congo dans ce grand sommet? Est-ce que ce sont les experts ou on ne sait pas. Est-ce que vous qui êtes dans le domaine, comment se passe la préparation pour présenter la RDC dans ce sommet de COP 21 qui a trait à l'environnement? Merci beaucoup pour cette pertinente question. La conférence officielle va commencer le 30, ça sera du 30 au 10 décembre, du 30 novembre au 10 décembre. 10 jours à peu près. Donc 10 jours à peu près. Mais les pré-conférences ont déjà eu lieu, notamment à New York, aux États-Unis, en Allemagne 2 fois. Qui est fait aller? Bon, à New York, c'était le ministre sortant, l'ancien ministre du Utah, qui a pris la nouvelle de sa révocation après le remaniement, ici, dans la salle. Il était très déçu, il n'a pas pu continuer les travaux. Je ne sais pas s'il a continué, il est venu présenter son rapport, le rapport au gouvernement en place, au moment où il ne pouvait plus engager la République. Mais en tout cas, pour les confrères qui étaient dans la salle, bienvenue, il a quitté la conférence et la RDC n'a pas été valablement représentée. Il y a eu aussi 2 conférences en Allemagne, pré-conférences en Allemagne, à Bonn précisément. Et là, comme Luc l'a souligné, ce n'est pas la RDC qui est le plus grand pays forestier de l'Afrique qui a pris le devant. Mais c'est l'Afrique du Sud qui est en tout cas frappé. C'est presque un pays désertique, l'Afrique du Sud. Le Kalahari. Vous savez aussi que le Maroc, ce sont eux qui ont pris le débat sur les pré-conférences. Et on sait que les grandes résolutions ne tombent pas lors des cérémonies officielles. Oui, c'est lors des préparations, des préparatifs de négociations. Les problèmes aussi de l'expertise congolaise. C'est vrai, on peut décrire l'expertise, mais les experts, on a des experts au Congo. Mais pourquoi ils n'y vont pas dans ces pré-conférences pour représenter? Parce que ce sont les politiques. Ce sont les politiques. Mais tout n'est pas politique. Tout est politique parce que ce sont des ministres. L'IOTA a préparé la conférence ici. Mais il a préparé la COP 21 avec qui? Avec certains experts, mais notamment avec les membres de son cabinet. Dès lors que l'IOTA a été renvoyé, tous qui ont travaillé avec lui partent avec les dossiers, doivent partir. Alors maintenant, il faut reconstruire. C'est le nouveau ministre, Robert Bopolo, qui doit encore constituer d'autres dossiers. Or, ça se prépare pendant des mois, pendant des années. L'expertise, on l'a, mais on ne l'utilise pas comme il faut et là où il faut. Parce que quand vous allez arriver, on dit qu'il faut un accord contraignant pour les 190 pays signataires de la Convention, cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mais cette convention, cet accord cadre doit être contraignant. Contraignant, vous soumettez à une décision à laquelle vous n'avez pas pris part. Donc, vous subissez tout simplement l'action, mais vous ne faites pas, en tout cas, l'action. La RDC devrait être un acteur très important dans les négociations sur le climat. Et les 100 milliards qui ont été promis par des pays, les plus grands pays pollueurs, qui sont des pays industriels, il n'y a que 10% seulement qui ont été débloqués. Ça représente 10 milliards. Mais lorsqu'il faut poser la question, par exemple, au gouvernement congolais, sur les 10 milliards par rapport à notre position, il faut voir la composition des pays forestiers du monde. À part le Brésil, je ne vois pas un pays qui passe devant la République démocratique du Congo. Nous sommes le deuxième au monde. En ce qui concerne les compensations pour la protection de l'environnement, pour la conservation de la nature, est-ce que nous occupons également la deuxième place derrière le Brésil, ou bien c'est l'Indonésie, l'île Maurice, le Maroc, c'est un pays désertique. L'Afrique du Sud, vous savez, dans la province du KwaZulu-Natal, ça ne pleut presque pas depuis plus d'une année. On est en train d'implorer le bon Dieu pour que le pluie tombe. Comment voulez-vous? Et cette question n'est pas seulement une question technique, c'est aussi une question diplomatique. On parle de la diplomatie environnementale. Cette semaine, à Paris, la conférence se tient sous les auspices du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ce n'est pas Sego qui s'occupe des questions climatiques et des questions écologiques. Donc c'est aussi une question diplomatique. Mais ici, si nous devons poser cette question, je pense qu'on va l'adresser
particulièrement au ministre de l'Environnement. Non, au ministre de l'Environnement. C'est qui le ministre de l'Environnement? Robert Bopolo, le nouveau ministre qui vient de remplacer Lyota. Mais si nous posons cette question au ministre des Affaires étrangères, qui est Tshibanda Mulongo, je pense que nous avons peu de chances d'obtenir des réponses concrètes de la part du ministre des Affaires étrangères. La question de la protection environnementale, c'est aussi une question de survie. Ça ne concerne pas seulement que la République démocratique du Congo, c'est toute l'humanité. Et la RDC est engagée dans la voie de la reconstruction qui doit marcher avec l'industrialisation. Et qui dit industrialisation dit pollution. Comment vous le... Or, la RDC n'est pas un pays industrialisé. La RDC ne pollue presque pas. Bon, non, ce n'est pas que la RDC ne pollue pas. La RDC pollue, mais à quelle proportion la RDC pollue-t-elle? Pourquoi nous ne pouvons pas être récompensés? Je pense que c'est un problème de leadership, c'est un problème de management, c'est un problème d'organisation au sein du pays avant d'en vouloir. Voilà, c'est ça la grande question. Mes confrères l'ont relevé, la participation de la République démocratique du Congo dans les pré-sommets. Comme on le sait, comme la CBL dit, Gabi Kuba, c'est pas dans les sommets officiels où il y a les grandes lignes, les grandes décisions qui se profilent à l'horizon, mais dans les grands sommets, c'est donc que des signatures et de fois un peu de la théâtralisation. Mais c'est ça le problème. La participation de la RDC dans ces grands... Qui y vend dans ces grands sommets? Moi, c'est la question que je me pose. Qui représente la RDC, par exemple, à Paris, à New York, en Allemagne? Qui représente la République? Moi, je ne peux pas comprendre que l'Afrique du Sud soit en tête. Parce que l'Afrique du Sud n'a pas une forêt comme nous, n'a pas un bassin hydrographique comme la RDC. Et comment nous, on est toujours là, qu'on ne fait que subir ce que les autres disent? Il s'agit là plutôt de l'image justement que la RDC donne. Ce sont les priorités que nous nous sommes données. On sent par là que la RDC, dans sa façon de gouverner son État, n'a pas mis l'environnement parmi ses priorités. C'est une grande erreur. C'est une façon de marcher en marge de ce que la communauté, enfin, de ce que le monde est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, les questions environnementales prennent les plus grandes parts des décisions politiques. Gabi Kuba l'a dit. COP21, bien que c'est une conférence internationale qui s'organise en France, donc nécessairement c'est le ministre des Affaires étrangères français qui doit parrainer le tout, revêt aussi une certaine forme d'intérêt stratégique pour la France. Parce que demain... Est-ce que si on est en essai, on prépare la COP21? Est-ce qu'il y a des ateliers? Oui, il y a des ateliers. Nous avons suivi dernièrement, la semaine passée, le ministre de l'Environnement parler de la COP21, faire une certaine explication de la COP21 dans une conférence au Jardin Botanique, conférence à laquelle lui-même n'a pas été assez clair des informations que nous avons reçues des reporters. Donc, il y a un problème. Même les députés nationaux, ça ne les intéresse pas du tout, mais tout le monde va être COP21, on en a parlé aussi, on a aussi parlé au niveau du Parlement, bien qu'il y a eu une vingtaine de députés qui étaient intéressés. Mais c'est ça justement, aujourd'hui, on ne donne pas l'importance aux questions environnementales dans les questions de politique nationale. Et c'est une grosse erreur. Je me souviens du président du Sénat qui avait annoncé lors d'une ouverture d'une session ordinaire du Sénat, je crois en 2011 ou en 2012, que la prochaine guerre qu'il y aura dans le monde, ça c'est la guerre de l'eau. Et l'eau aujourd'hui fait partie des priorités majeures en ce qui concerne les questions d'environnement. Pourquoi les autres États se mettent en devant? Parce que ce sont des États qui ont des grands problèmes environnementaux. Ils ont des grands problèmes environnementaux. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie. Et nous, parce que nous sommes dans l'abondance, comme on le fait dans les autres ressources que nous avons, parce qu'il faut considérer l'eau, la forêt comme des ressources, nous les gaspillons, nous en faisons gré, nous en faisons fi. C'est pour ça que les autres prennent le devant et veulent nous donner le pion. Alors aujourd'hui, la RDC, le grand problème pour la RDC, c'est l'agencement des priorités. Nous avons un pays qui est gouverné par des gens qui pensent que les priorités sont ailleurs. Pour nous, les douanes, pour nous, COP21, on vise le crédit carbone, avoir cet argent, de l'argent frais, non justifiable, non remboursable. C'est ça le seul objectif qui est poursuivi. Gagner de l'argent gratuitement, comme on le fait dans les douanes, comme on le fait ailleurs. Donc, dans ce pays, les gens sont là pour l'argent, rien d'autre. Et c'est ça le problème que nous sommes en train de vivre. Le grand problème pour la RDC, et que le problème que vous relevez ici, c'est que la gouvernance ne fixe pas les véritables objectifs. Objectifs qui tiennent compte non pas seulement des besoins personnels des Congolais, mais des besoins internationaux. Parce qu'il a été prouvé plusieurs fois que la plupart des conflits que nous sommes en train de vivre, c'est du fait de la mauvaise gestion de nos ressources. Nous les gérons mal. J'ai suivi un jour le président Museveni, je le répète souvent dans les plateaux, dire que c'est normal que la RDC soit un petit peu en désaccord internationaux. C'est normal que la RDC ne soit pas stable. Parce que quand
nous demandons à nos investisseurs qui viennent exploiter le pétrole en Ouganda, on les impose de mettre des usines de transformation, ils vous disent, voilà, non, il n'y a pas de problème, nous, si vous refusez, on part de l'autre côté, là-bas, on ne va pas donner de conditions de ce genre. Là-bas, ils ont besoin de l'argent frais, c'est le plus important pour eux. C'est ça l'image que nous avons. Nous devons changer cette image-là d'un État qui gère ses problèmes de manière conjoncturelle. Nous sommes en train de gérer un pays de manière conjoncturelle et c'est mauvais. Nous devons gérer dans l'optique de la descendance pour la postérité, comme nous chantons dans notre hymne national. Luc Mikomo, c'est ça la question. La RDC aujourd'hui banalise en tout cas certaines choses, certaines priorités et on comprend aujourd'hui que nous sommes envahis parce que nous ne gérons pas nos propres richesses. Sarkozy l'a dit, mais partagez puisque vous ne savez rien faire de vos propres richesses. Paulette, je ne cesse de dire que notre pays est en crise. Une crise profonde. La première crise, me semble-t-il, de notre pays, c'est la crise du sens. Notre pays a perdu le sens du sens, l'essence du bon sens. C'est pourquoi nous avons perdu l'essence. Nous avons un pays qui est conduit par des gens qui semblent ne pas savoir où ils mènent le pays. Gabi parlait tout à l'heure. Gabi parlait tout à l'heure de la diplomatie environnementale. Je reconnais et je rends une fois de plus hommage à feu le professeur Philippe Biyoya sur ce plateau qui, parlant de notre diplomatie, l'a décrite de manière sévère. Il disait, c'est une diplomatie qui subit, une diplomatie qui navigue à vue. Voilà. Disait feu le professeur Biyoya. Je le cite parce que il l'a dit et il n'a cessé de le redire partout où il est passé. Chez nous, le sens de l'essentiel, notamment de l'essentiel national, n'existe pas dans le chef de ceux qui conduisent la nation. Voyez-vous, quand un ami français me dit « Vous n'avez pas de gens qui puissent vous défendre valablement », ça veut dire que nous avons des dirigeants qui ont peut-être la tête ailleurs, notamment à l'argent frais. Et quand on a cet argent, on ne sait pas ce qu'on doit faire avec. Mais on dit pays émergent à l'horizon 2030. C'est pas loin, ça vient, hein, 2030. Alors vous voyez par exemple l'argent que le pays devrait obtenir dans le cadre du projet crédit carbone pouvait permettre à notre pays d'avancer un tant soit peu vers ce qu'il s'est fixé comme objectif. Mais aujourd'hui, on voit clairement que nos dirigeants n'ont en tête que leurs intérêts égoïstes exclusifs. Regardez par exemple la révocation du ministre de l'Environnement dont le pays savait bien l'avoir envoyé pour représenter la nation. Et qu'un tel acte allait le démoraliser psychologiquement, mais on choisit ce moment-là, en son absence, lui qui représente le pays, pour le démettre. Ainsi donc, quelqu'un... Mais bien sûr, et bien même pas qu'il revienne, mais parce qu'on savait qu'il avait préparé cette conférence et qu'il a maîtrisé les tenants et aboutissants, on pouvait le garder là jusqu'à la fin de la conférence et le démettre. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a demis et on a nommé quelqu'un de son parti, le PDC, à la place. Dans l'entretemps, lui, bienvenu, Lyota, a fait allégeance au gouvernement. Non, ce qui se passe dans notre pays est rebutant, est scandaleux, est décourageant. À la limite, ça pousse à la colère. C'est comme s'il n'y avait aucune rationalité dans la émotion. On a des réactions épidermiques. En fait, oui, dans la perception de la conduite des affaires de l'État. Des affaires publiques. Gabi Kouba, nous avons discuté. Est-ce que nos premiers ennemis, comme vous l'avez si bien dit, sont nos voisins? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'invasion des voisins chez nous? Parce que nous sommes tellement riches nous-mêmes
nous ne savons pas, et les autres nous convoitent tellement, et ils sont là chez nous, ils prennent nos richesses. Le Rwanda aujourd'hui est producteur, je ne sais quel, du coltan. Le Rwanda aujourd'hui, l'Ouganda produit de l'or, du pétrole, tout ça. L'Angola pompe notre pétrole, l'Angola aujourd'hui. Donc nous-mêmes là, les gens viennent, prennent, et alors, qu'est-ce que nous on fait de notre propre richesse? Il ne suffit pas tout simplement de dire que les voisins nous envahissent, c'est parce que nous avons beaucoup de richesses, mais vous donnez la réponse à une partie de votre question. Il faut savoir exploiter ces richesses soi-même et savoir les protéger, savoir aussi les distribuer. Donc, comme le disait Laurent Désiré Kabila, être maître de ce qui est sur votre sol et votre sous-sol. Quand vous n'êtes pas maître de votre sous-sol et de votre sol, vous ne savez pas sécuriser ce que vous avez de plus précieux. Mais l'homme est par nature égoïste. C'est normal que les prédateurs, les vautours de tous les horizons viennent vous envahir. On ne va pas vous laisser tout simplement par pitié. Le monde est fait de la compétitivité. Donc, le premier ennemi, c'est votre voisin. Le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, tous les autres qui peuvent nous exploiter. Demain, ça sera peut-être que le Congo-Brazzaville. Les bois d'ailleurs de l'Équateur sort actuellement avec tous les problèmes d'insécurité qui ne sortent plus par la République centrafricaine. Mais les bois de la province orientale ne sortent par l'Ouganda. L'Ouganda n'est pas un pays forestier. À qui la faute? La faute à nous-mêmes. Lorsque les frontières sont poreuses, nous ne savons pas exploiter nos ressources, nous ne savons pas jouer aussi avec les autres. On se contente tout simplement de la rente, des miettes, et puis le gros des matières premières est exploité par d'autres personnes. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des usines de transformation? Les usines. Quand on signe ces contrats-là, pourquoi on n'impose pas à ces bailleurs de fonds de faire des usines les usines de transformation, vous les aviez. Aujourd'hui, nous avons un problème, par exemple, au niveau de la Société nationale d'électricité pour importer même des câbles électriques. Mais vous savez qu'à l'époque, la Gécamine avait fabriqué des câbles électriques au Katanga. Pourquoi on ne le fait plus? Mais nous avons mis nos propres unités de production aux enchères. Donc, on a bradé ce que nous avions de plus précieux. La sidérurgie de Maluku montait même des Kimalumalu. Ici, on fabriquait même des calibres pour des chasseurs. Calibre 12. Voilà. Quel est l'état aujourd'hui de la sidérurgie de Maluku? La SINAT, autre chose. Quand vous allez ailleurs, on vous dit, par exemple, la phrase que Thierry aime beaucoup exploiter, de Museveni, il dit au Congo, les gens sont moins exigeants parce que je peux exploiter tout à l'état brut. Mais à qui la faute? Et ce n'est pas la faute à l'investisseur. On a aussi envie de créer, d'augmenter les emplois ailleurs dans les pays développés. Le fait de demander à une entreprise multinationale de venir s'installer au Congo et de créer des unités de transformation, ça soulève également le problème du chômage dans d'autres cieux. Et pour les exploitants, la moindre des choses, dans un pays où on n'est pas assez exigeant, on n'est pas rigoureux dans la gestion des affaires, bon, les exportations de matières premières à l'état brut, c'est en tout cas c'est une très bonne chose. C'est du pain béni pour eux. C'est du pain béni pour eux. C'est à nous, Congolais, aux responsables de ce qui se fait. Parce que si vous n'avez pas... des codes miniers, le code forestier, est-ce que... Mais vous savez, une loi n'est qu'une enveloppe. Le problème, c'est de savoir le contenu et comment on traduit les contenus en actes. Thierry a soulevé un problème. La prochaine guerre ne sera pas la guerre de l'eau. La guerre existe déjà. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée chez nous, mais les prémices sont déjà là. Lorsqu'elle est Mbororo. Entre Israël et la Palestine, l'une des causes, c'est la dispute du fleuve Jourdain qui fournit de l'eau à cette partie du monde. Donc la guerre de l'eau existe déjà. Et les Mbororo nous envahissent. Ce n'est pas parce que les Mbororo voulaient quitter le Tchad, la République centrafricaine. Ils sont à la recherche du pâturage. Pour et demain, avec le dessèchement du lac Tchad, la guerre est aux portes de la République démocratique du Congo. Plus de 70% du lac Tchad ont disparu avec la désertification. Donc aujourd'hui, vous avez les problèmes des Mbororo. Demain, ne soyez pas non plus surpris que nous ayons des problèmes avec ces Mbororo. Donc les prémices sont déjà là, ces députés-là ne s'est pas trompés. Vous soulevez la question de la participation des députés. La commission environnement et ressources naturelles existe au niveau de l'Assemblée nationale. François Nzekouyen, c'est le président de cette commission et c'est un homme qui a beaucoup d'expérience parce que lui-même avait un cabinet d'études environnementales. Il a travaillé aussi dans plusieurs projets de la Banque mondiale. Mais le problème, est-ce que c'est les députés qui décident à la place de l'exécutif? Et non, l'Assemblée nationale n'a pas ces pleins pouvoirs-là
pour négocier directement dans les négociations internationales, ce n'est pas un député membre d'une commission. Il peut donner son avis. Mais vous savez, comme le dit un proverbe togolais, l'avis du chef domine les considérations et les suggestions des conseillers. Je reviens à la question de COP21. Vous savez, l'interview que vous aviez exploitée, Maroš Šefčovič, c'est le vice-président de l'Union européenne en charge des questions énergie, environnement et climat. Il a séjourné ici au mois de juillet et l'interview que nous avions publiée, c'est lui qui nous l'avait accordée. Quand il est venu, il a ciblé d'abord la République démocratique du Congo. Pourquoi a-t-il ciblé? C'est la question dans l'interview que vous aviez exploitée. Nous lui avons aussi posé cette question. Pourquoi la République démocratique du Congo? Mais c'est par rapport à la position de la République démocratique du Congo. La question des crédits carbone, on lui a posé également cette question. Il dit qu'il faut que la République démocratique du Congo fournisse beaucoup d'efforts. Mais il n'y a pas seulement que les côtés officiels. Vous savez que la banque allemande Allianz, qui supporte l'équipe, qui sponsorise l'équipe Bayern de Munich, Audi, Mercedes et consorts, est ici présente avec un privé. C'est un professeur d'université congolais qui a initié un petit projet à Inongo. Comment un individu, de manière isolée, peut amener une banque comme Allianz pour un projet de crédit carbone et que le gouvernement ne voit pas. Est-ce qu'on a consulté même ces messieurs-là qui est venu avec la banque Allianz? On a aussi un projet ici au plateau de Bateke, Thierry Moucheté, c'est un citoyen congolais. Il a vendu le crédit carbone, la tonne à l'époque revenait à 16 $. Aujourd'hui, la tonne est à moins de 5 $. Est-ce que le gouvernement y a pensé? Comment un individu juste avec une petite étendue ici au plateau de Bateke peut avoir une telle initiative et que le gouvernement ne le fait pas? Je pense que nous avons un problème managérial et c'est un problème politique. Donc il ne faut pas tout simplement, on focalise l'attention sur d'autres secteurs. Pourtant, on peut diversifier l'économie, on peut gagner beaucoup d'argent à travers l'environnement. De notre sujet, toujours dans l'environnement, c'est le parc de Virunga. Aujourd'hui, toutes les radios périphériques en ont parlé. L'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga. Doit-on, nous avons même suivi la réponse du porte-parole du gouvernement, il a dit aucun organisme international peut nous dicter notre conduite. Mais pour vous, élite de notre... Est-ce que le pétrole là, exploité dans le parc de Virunga peut apporter un plus dans l'économie nationale? Doit-on casser l'écosystème pour avoir du pétrole et avoir un peu d'argent? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un puits de pétrole de plus puisse changer la donne. Parce que il faut d'abord qu'on puisse évaluer ceux qui sont déjà exploités. On va donner des permis d'études qui ont largement dépassé les entreprises ici d'exploitation d'hydrocarbures. Et nous n'en voyons pas encore le simple dollar. Nous avons plusieurs blocs pétroliers qui sont en discussion, qui ont été au centre de plusieurs conflits. Qui sont au niveau national et international. Nous avons des blocs pétroliers. Nous avons des blocs pétroliers au nord-est de ce pays, avec en frontière avec l'Ouganda. Vers les Touris. Voilà, tout ça, toute cette partie réputée pétrolière. Et nous n'en voyons même pas le seul dollar. Quelle est la contribution des pétroliers producteurs dans le budget d'État? Moins de 10%. Donc, si on ajoute un bloc pétrolier de plus, parce qu'il se trouve dans le parc Virunga, il faut mesurer, peser l'apport que ça peut apporter dans les finances publiques. Parce que le plus important pour nous, c'est quel serait l'apport par rapport à ça. Si aujourd'hui, pas compte de l'environnement, ça va. Le parc de Virunga est classé parmi les patrimoine international. Vous n'avez pas l'impression de perdre ce patrimoine, de casser l'écosystème, pour un dirigeant, il faut peser le pour et le contre. Si effectivement le parc Virunga compte pour la communauté internationale sur le plan de l'environnement et tout, on doit avoir une contrepartie pour ne pas avoir à l'exploiter sur le plan des hydrocarbures. Il y a des financements, des encouragements, des indemnités internationaux qui existent pour vous empêcher d'exploiter les patrimoines internationaux. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? L'UNESCO, ne venez pas me dire ici que l'UNESCO ne donne rien à la République démocratique du Congo pour le maintien de ce parc dans cet état-là. Je ne pense pas qu'ils restent si avares autour de cette question. Mais il existe aujourd'hui des techniques aussi d'exploitation qui vous permettent d'exploiter sans toucher à l'environnement. Ça existe, il suffit de poser la question aux Chinois. Mon ami Gabi Kuba ne va pas me contredire puisqu'il m'a soufflé l'information avant l'émission. Il existe des techniques aujourd'hui exploitées par nos voisins ou exploiter les ressources sans toucher à l'écosystème.
Alors, il faudrait qu'on puisse trouver un certain modus vivendi entre la communauté internationale et les financiers, ou plutôt les économistes qui veulent exploiter ce parc de Virunga, et trouver le juste milieu, l'intérêt du peuple congolais. Mais j'aimerais revenir sur un aspect important, c'est que les questions environnementales doivent prendre, si pas la seconde partie, en tout cas les 3 premiers points importants dans la gouvernance de ce pays, parce que les négliger serait mettre le lit, ou plutôt faire le lit de conflits futurs. Gérer le pays de manière conjoncturelle ne nous avance pas. C'est soigner la malaria avec de l'aspirine. Il faudrait qu'on puisse donner un traitement de choc, même si ça doit faire, même si la pilule est amère, nous devons traiter cette malaria totalement pour que les générations futures, nos enfants que nous donnons en vie, que nous mettons en vie, puissent ne pas souffrir des choix que nous faisons aujourd'hui. Luc, pour ou contre cette exploitation du pétrole dans le parc de Virunga, on a l'impression que la communauté internationale ne veut pas trop de cette exploitation, et pourtant c'est multinational, c'est à eux aussi, donc on ne comprend pas très bien. Est-ce que ça va apporter quelque chose dans l'économie congolaise? En fait, Paulette, dans cette histoire d'exploitation du pétrole au parc de Virunga, j'en fais 2 lectures. La première, c'est que je suis d'accord avec le ministre Mende qui refuse tout diktat extérieur. Pourquoi? Peut-être que nous n'avons pas le même fond avec le ministre. Mais c'est comme vient de dire Thierry, qu'est-ce qu'on fait avec l'exploitation existante? On a près de 5, 6, même 7 sociétés qui exploitent du pétrole ici chez nous. Rien. On ne voit rien. Alors moi je pense que comme nous sommes dans une logique environnementale et que cette logique nous dit que l'environnement joue de plus en plus des rôles dans l'équilibre mondial, il faudrait que l'on puisse sauvegarder l'équilibre environnemental mondial. Sinon, nous allons périr. Nous allons périr, pas nous seulement, mais également les autres populations qui partagent la même planète que nous, que ce soit les humains, les végétaux ou les animaux. Ça, c'est la première lecture. Puisqu'il n'y a pas encore de transparence et que la répartition des retombées de cette exploitation ne profite pas, ne bénéficie pas à la population congolaise, on ne doit pas aller d'exploitation en exploitation pendant que le Congolais est exploité sur sa propre terre. La niette. De ce point-là, du point de vue formel, je suis d'accord avec le ministre. De 2, à quoi pourrait servir cette exploitation-là? Je crois que si nous devons prendre les données qui sont à notre disposition, à notre portée aujourd'hui, même l'exploitation existante ne nous profite pas. Et les grandes puissances qui se battent pour exploiter ce pétrole-là, ce n'est pas pour que cela puisse bénéficier au peuple congolais. Ce sont les grandes puissances entre elles qui veulent exploiter. Ceux qui disent non, ils sont aujourd'hui en position de perte, de gain. C'est pourquoi ils disent non. Quand ils auront amélioré leur position, ils vont changer de position. Et que cette exploitation-là, si l'on est dupe, naïf, comme pour la plupart des cas, on va dire oui, allons exploiter. Mais j'aurais voulu que l'exploitation puisse suivre ce schéma. 1. Vous fixez les conditionnalités d'exploitation. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas des technologies avancées pour exploiter et maintenir l'équilibre environnemental. Il nous reste quelques minutes, je dois passer la parole à Gabi. Oui, de 2, avoir des assurances que l'exploitation de ces ressources pétrolières va aller dans le sens de résoudre un tant soit peu les problèmes sociaux
économique et Gabi, autres des en Congolais. quelques mots, est-ce que l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga va-t-il casser l'écosystème? Aujourd'hui, la communauté internationale se met debout face à cet enjeu-là du pétrole du parc de Virunga. Bon, vous savez que toute exploitation industrielle des matières premières détruit a des conséquences l'environnement. sur l'environnement. Mais il faut voir quel est le seuil acceptable. C'est ça la question. Il faut apporter certaines précisions. Jusqu'ici, il n'y a qu'une seule entreprise qui produit du pétrole dans les plateaux continentaux. C'est le groupe français Perenco-Rep. Les autres entreprises pétrolières n'ont pas encore Ni Total d'ailleurs. Non, Total d'ailleurs, dans le Graben Enfin, pas l'exploration. avec les Chinois, avant c'était du côté ougandais, parce que le consortium chinois NOC a accepté de construire un oléoduc. Vous voyez comment ça se passe entre les grandes puissances elles-mêmes. Lorsqu'on demande ici à la République démocratique du Congo de revoir les contrats avec les Chinois, toutes ces grandes puissances elles-mêmes vont aussi chercher de l'aide chez les Chinois. Ça, c'est juste une parenthèse. Le Congo a plusieurs bassins. Les plateaux continentaux, les lacs cuvettes centrales, les Gramènes albertines. Vous avez également le rift est qui va des provinces du Kivu. Mais là, il faudra que les recherches sérieuses prouvent qu'il y a réellement du pétrole. Aujourd'hui, le pétrole dont il est question au parc de Virunga, il y en a plein, l'exploration, c'est l'œuvre de Perenco, qui est une société britannique. Oui. Et la forêt, en 2011, au Bas-Congo, tous les puits étaient secs, se sont révélés secs. Et Perenco a été obligé de changer d'approche. Il a regardé vers l'est du pays et Perenco est allé faire des travaux d'exploration là-bas. Il constate réellement qu'il y a du pétrole. Maintenant, les défenseurs de l'environnement, l'UNESCO et consorts, parce que c'est dans les parcs de Virunga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il faut voir le pour et les contre. Qu'est-ce que le revenu du tourisme ou des parcs nationaux apportent au trésor public? Il ne faut pas dire que les entreprises pétrolières n'apportent pas assez au gouvernement congolais. C'est vrai, par rapport aux attentes d'une grande partie de l'opinion, ce n'est pas grand-chose. Mais c'est significatif. Et lorsque vous regardez les contributions, vous avez une seule entreprise en production qui apporte au moins 20% au budget de l'État. Ce n'est pas anodin. Alors, qu'est-ce que l'UNESCO donne à la République démocratique du Congo par rapport au secteur pétrolier? Si nous avions, par exemple, si vous prenez 20% de la contribution d'une seule entreprise, avec les autres qui sont encore en phase de recherche et d'exploration, ça fait 20%. Si vous avez 2, 3, 4 entreprises qui produisent, je pense qu'on peut multiplier le chiffre des 20 par 3, ça vous donne 60%, plus les secteurs miniers, ça peut apporter un ouf de soulagement dans le budget de l'État. Au budget de l'État. Ce n'est pas incompatible, mais le problème est de savoir, les gens se posent la question, comment on a réparti les revenus. Ça, c'est une autre question. Quant à la répartition, la gestion, ça c'est un problème de gouvernance. Mais il ne faut pas en vouloir aux entreprises. Les entreprises n'ont pas la vocation de développer les États, de faire le postulat. Les entreprises visent l'intérêt. Quant aux revenus, quant aux retombées, c'est à l'État de se battre. Voilà. Vraiment, nous sommes à la fin. On me signale que c'est vraiment la fin. Il faut prendre également, s'il faut conserver le parc national de Virunga, mais il faut voir l'appui. Parce qu'il y a des pays qui peuvent gagner. L'Égypte, la Tunisie, le Kenya gagnent 10 milliards de revenus touristiques. Ici, vous avez l'Office national du tourisme, vous avez le ministère du tourisme, mais ça apporte quoi au budget? Voilà, nous allons vraiment... Il faut choisir la fin. C'est la fin, Luc. Deux petits mots. Gabi, je suis d'accord avec vous. Je lisais cet avant-midi un Amérindien qui écrivait « Lorsqu'on aura coupé le dernier arbre, lorsqu'on aura pêché le dernier poisson, lorsqu'on aura pollué la dernière rivière, on va se rendre compte que l'argent n'est pas comestible. » Voilà, voilà, vraiment là, c'est vraiment le dernier mot. Vraiment, ce sont des sujets comme ça que nous allons essayer de débattre, en tout cas, à chaque fois pour... la vie n'est pas que politique, bien que la politique, en tout cas, influe dans tous les secteurs, parce que tout est politique, mais nous avons essayé aujourd'hui de parler, en tout cas, du secteur économique, du pétrole de Virunga et de la COP 21, parce que je sais en tout cas que ça bouillonne de partout. Tout le monde va être à Paris pour le mois de novembre et début décembre. Je crois que les hôtels et les boutiques de Paris vont inonder des Congolais, mais soyez des experts et défendez-nous, c'est ça l'essentiel. Il va pour les frais de mission. Non, voilà, non pas pour les frais de mission, mais vraiment pour défendre la République démocratique du Congo. Et revenez au pays. Ouais, parce que c'est pas possible que l'Afrique du Sud et le Maroc prennent la tête, en tout cas de l'Afrique en ce qui concerne l'environnement. Merci à mes excellents confrères, à Gabi Kouba, à Luc Mikomo et à Thierry Bongo des compétences de mon pays, et hommage encore à Esther Abedi Sabou.
qui sera enterré demain. Malou, ce jeudi, sera enterré demain. Et je crois que toute la profession, toute la presse, nous devons lui rendre hommage. En tout cas, je crois que nous serons nombreux à lui rendre hommage. En tout cas, je manque même de mots. Je suis vraiment très, très touchée. Nous nous retrouvons le mercredi prochain, Inch'Allah.